Avec 7 millions de visiteurs par an, la Tour Eiffel est le monument le plus visité du monde. Dans une France en difficulté et encore marquée par le souvenir de sa défaite face à l'Allemagne en 1870, s'impose l'idée d'une exposition universelle capable de restaurer l'image de la France au regard du monde. L'objet du concours lancé pour l'exposition de 1889 est d'étudier la possibilité d'élever sur le Champ de Mars une tour de fer à base carrée de 125 mètres de côté et de 300 mètres de hauteur. Choisi parmi 107 projets, c'est celui de l'entrepreneur Gustave Eiffel, des ingénieurs Maurice Coquelin et Émile Noulier et de l'architecte Stéphane Sauvestre qui est retenu. Sur le dessin, la tour ressemble à un vulgaire pylône de pont à 6 étages. Après quelques retouches, Eiffel peut enfin signer en janvier 1887 une convention avec l'État et la ville de Paris pour construire la tour qui porte déjà son nom et qu'il finance personnellement. Les travaux commencent immédiatement par les excavations à l'emplacement des 4 piles qui permettent d'atteindre un gisement de gravier compact suffisamment résistant à quelques mètres de profondeur. La construction des piliers du côté du Champ de Mars ne présente pas de difficulté. Côté Seine, en revanche, les piliers nécessitent de creuser sous le niveau de la nappe d'eau. On a donc employé des caissons métalliques étanches où l'injection d'air comprimé permettait aux ouvriers de travailler sous le niveau de l'eau. Les pieds reposent sur 16 massifs en pierre auxquels ils sont attachés et ancrés par de forts boulons. Ces pieds sont ceinturés par un mur en maçonnerie au niveau de chaque pilier. Les travaux de fondation auront duré 5 mois et le 1er juillet 1887, le montage de la partie métallique peut commencer. Les 18 000 pièces qui constituent la tour sont toutes fournies par les forges Fould et Dupont en Meurthe-et-Moselle. Les pièces sont tracées, découpées, percées dans les ateliers Eiffel qui se trouvent à Levallois-Perret. Ces pièces sont toutes assemblées à l'aide de rivets qui sont posés à chaud, ensuite écrasés pour fixer les pièces en se refroidissant. Les 2 tiers des 2 500 000 rivets que comporte la tour ont ainsi été posés en atelier à l'aide de machines. Ce principe de préfabrication très soigneuse des pièces est le secret de la construction ultra rapide de la tour. La construction du premier étage a lieu fin 1887. Il faut relier les 4 piliers entre eux à l'aide de poutres horizontales dont on doit pouvoir régler l'inclinaison pour les mettre de niveau. 2 dispositifs sont utilisés pour cela. Des boîtes à sable sur lesquelles s'appuient les pieds de la tour et que l'on peut progressivement vider pour descendre celle-ci en position, et des vérins hydrauliques de quelques centimètres de course insérés à la base des piles puis remplacés par des cales une fois le réglage effectué. Le chantier peut dès lors se poursuivre à partir de la plateforme du premier étage. Le deuxième est construit en juillet 1888 et le sommet, à 300 mètres de hauteur, est atteint le 30 mars 1889 après 2 ans, 2 mois et 5 jours de travaux et 200 ouvriers sur le chantier, juste à temps pour l'ouverture de l'exposition universelle en mai. Les ascenseurs hydrauliques fonctionnent comme une grosse seringue. Le principe, de lourdes chapes de métal de forme cylindrique de couleur jaune, pesant chacune 200 tonnes, appelées accumulateurs, poussent de l'eau à haute pression contre un piston souterrain de 15 mètres de long. Puis le piston déplace un chariot. Celui-ci entraîne les câbles métalliques des ascenseurs sur les 128 mètres de leur course, entre le rez-de-chaussée et le deuxième étage. Ces câbles sont équipés de poulies de façon à démultiplier la course du piston. C'est ce qu'on appelle le mouflage. Pour piloter ces ascenseurs hydrauliques, autrefois il y avait un conducteur qui était placé sur une nacelle juste en dessous des cabines et d'ici il pouvait ouvrir les vannes pour faire entrer plus ou moins d'eau dans les circuits et mettre plus ou moins de pression.
À sa construction, la tour devait être démontée au bout de 20 ans, mais pour pérenniser celle-ci, Eiffel développa toutes sortes d'expériences scientifiques, à commencer par un laboratoire de météorologie installé au troisième étage. Mais c'est le télégraphe sans fil qui va sauver la tour Eiffel de la démolition. En 1909, la station souterraine de radiotélégraphie militaire est installée. L'intérêt stratégique de la tour est démontré et la ville de Paris renouvelle la concession de Gustave Eiffel le 1er janvier 1910. Pour monter dans les étages, on a le choix de prendre les escaliers ou l'ascenseur. Situé à 57 mètres au-dessus du sol, le premier étage de la tour Eiffel propose aux visiteurs de découvrir l'histoire de ce monument mythique de Paris par l'intermédiaire d'un parcours culturel ludique. C'est également à cet étage que la tour Eiffel offre la possibilité de vivre une expérience vertigineuse à ne pas manquer. Marcher au-dessus du vide à 57 mètres de haut grâce au plancher de verre transparent d'une épaisseur de 31 mm. Un moment étourdissant. Reprenons l'ascenseur pour le deuxième étage. Les visiteurs s'élèvent à 115 mètres au-dessus du sol. La vue sur Paris y est spectaculaire. On y aperçoit de nombreux monuments de la capitale, tels que l'Arc de Triomphe, le Sacré-Cœur ou la tour Montparnasse, et des longues vues permettent d'observer cet extraordinaire panorama plus en détail. Destination finale, le sommet. Accessible uniquement par ascenseur, il amène les visiteurs à une altitude de 276 mètres. Grâce aux deux niveaux, l'un abrité, l'autre en extérieur, on peut déambuler et apprécier la vue unique sur la ville lumière. Des longues vues permettent à nouveau d'observer l'incroyable vue sur Paris. Le bureau de Gustave Eiffel y est reconstitué, pièce qu'il s'était réservée au sommet de la tour pour accueillir des visiteurs. Cette scène est la reproduction d'une rencontre réelle entre Gustave Eiffel, sa fille Claire, et Thomas Edison qui lui offrit un exemplaire de son invention, le phonographe. Contrairement à beaucoup de croyances, la tour ne repose ni sur de l'eau, ni sur du mercure, ni sur des vérins hydrauliques. Elle repose sur des fondations en maçonnerie. Ni la tour ni son sommet ne se déplacent de plusieurs mètres sous l'effet du vent ou de la chaleur. Si le fer se dilate effectivement légèrement sous l'effet de la chaleur, en revanche l'amplitude maximum que la tour ait connue est de 13 cm lors de la tempête de 1999. La tour n'est pas en acier, elle est en fer puddlé, un fer affiné à partir de fonte et de scories oxydantes. Sa forme en A n'est pas un hommage à une femme dont Eiffel aurait été amoureux et dont le prénom commencerait par A. Cette histoire est malheureusement imaginaire, comme l'est l'affirmation selon laquelle Eiffel aurait donné la forme d'un porte-jartel à sa tour. Les États-Unis n'ont pas non plus offert la tour Eiffel à la France en échange de la Statue de la Liberté. En revanche, la Statue de la Liberté est bien un don de philanthropes français aux États-Unis, et son ossature est bien de Gustave Eiffel, le sculpteur étant Bartholdi. Enfin, la tour ne fut jamais vendue, même si un escroc du nom de Victor Lustig passa à la postérité
comme l'homme qui vendit la tour Eiffel, parvenant dans les années 1920 à berner un homme d'affaires du nom d'André Poisson pour lui vendre la tour qu'il devait transformer en ferraille. Le public se presse pour découvrir les vertiges de l'ascension, mais c'est surtout pour l'éblouissement que suscite la vue inédite sur Paris depuis le sommet et qui procure une émotion incroyable. Venez découvrir la tour Eiffel dans un voyage ascensionnel unique au monde où les émotions vous emportent.